Pourquoi tant d'enfants intelligents finissent-ils par se sentir piégés, déconnectés et complètement seuls à l'âge adulte? Pendant l'enfance, ils semblaient être en avance sur tout le monde. Ils étaient souvent félicités, traités comme des promesses d'un avenir radieux. Les enseignants les qualifiaient de supérieurs à la moyenne. Les parents étaient fiers. Les camarades de classe les admiraient. Mais quelque part, cette promesse s'est transformée en pression. Les louanges constantes sont devenues une attente silencieuse, et cette attente est devenue un fardeau. Ce qui était de la reconnaissance est devenu une prison invisible. Nombre de ces adultes, autrefois considérés comme des prodiges, sont aujourd'hui confrontés à un blocage difficile à comprendre. Ils se sentent démotivés, pas à leur place, voire en retrait sur le plan émotionnel. Ils ont du mal à démarrer un projet, à rester cohérents dans quelque chose ou à tisser des liens profonds avec d'autres personnes. Cela se produit même dans des situations simples, comme terminer un livre, organiser la maison ou répondre à un message de quelqu'un qu'ils apprécient. Ce n'est pas par paresse, mais par un étrange sentiment de paralysie interne. Et le plus déconcertant, c'est qu'à l'extérieur, tout semble encore fonctionner. Ils ont un bon vocabulaire, ils peuvent résoudre des problèmes, ils font preuve de compétence dans la conversation. Mais à l'intérieur, ils ressentent un vide inquiétant, un sentiment constant d'être en marge de leur propre vie, comme s'ils regardaient le monde se dérouler pour les autres. Cette déconnexion n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un mécanisme subtil de construction identitaire. Les enfants qui grandissent en étant qualifiés d'intelligents finissent souvent par associer leurs valeurs personnelles exclusivement à l'intelligence. Ils deviennent dépendants de la reconnaissance que cette caractéristique leur apporte, et c'est là que réside le danger. Car tout ce qui s'écarte de ce scénario, chaque erreur, chaque échec, chaque doute, commence à être interprété comme le signe que quelque chose ne va pas, comme s'il n'y avait plus de permission de trébucher. C'est comme l'enfant qui a toujours eu 10 à l'école et qui, un jour, lorsqu'il obtient une note moyenne, a l'impression d'avoir déçu le monde entier. Peu importe que ce ne soit qu'une fois ou que tout le monde autour de lui fasse des erreurs en permanence. Elle intériorise l'idée qu'elle ne peut pas échouer, ce qui la suit à l'âge adulte. Tout défi devient alors une menace. Au lieu d'accepter le processus, ils commencent à l'éviter. Et ce n'est que le début d'un cycle plus profond qui piège ceux qui ont cru un jour qu'il suffisait d'être spécial pour se sentir entier. C'est ainsi que l'identité commence, avec quelque chose de simple, de direct et de facile à comprendre. Un enfant se voit comme quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui aime les hot dogs ou qui dessine dans les marges de son cahier. Ces étiquettes innocentes sont naturelles et font partie du développement. Mais peu d'entre elles ont le poids d'être qualifiées de intelligentes. C'est un compliment qui colle. Il devient plus qu'une qualité. Il devient la base d'une valeur personnelle. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette identité est renforcée par tous ceux qui l'entourent. Les enseignants le traitent avec plus d'exigence. Les parents les comparent fièrement aux autres. Les collègues attendent des réponses correctes, de la rapidité et des solutions. Peu à peu, l'enfant cesse de se sentir intelligent, il a besoin de l'être en permanence, car c'est ce qui garantit l'affection, l'admiration et l'appartenance. Et ce qui semblait être un cadeau commence à modeler ses choix et sa façon de voir le monde. Pendant un certain temps, ce sentiment de supériorité est confortable. L'enfant comprend facilement les choses, apprend vite, obtient de bonnes notes sans trop d'efforts. Alors que d'autres doivent étudier pendant des heures pour passer un examen, il jette un coup d'œil rapide et obtient presque tout ce qu'il faut. Mais il y a un coût caché à cela. Ce n'est pas parce qu'elle a fait des efforts qu'elle a été félicitée, mais parce qu'elle a réussi du premier coup. Ce n'est pas l'effort qui a été valorisé, mais l'absence d'effort. Cela envoie un message subtil mais puissant. Être intelligent, c'est réussir facilement. Cette croyance, intériorisée très tôt, crée un dilemme silencieux. Si je suis vraiment intelligent, rien ne devrait être difficile. Si quelque chose est difficile, c'est que je ne suis peut-être pas aussi intelligent que tout le monde le pense. Cette pensée devient un bruit constant dans la vie adulte.
Vous essayez quelque chose de nouveau, mais si vous ne le maîtrisez pas rapidement, vous vous sentez démasqué. La frustration cesse d'être un obstacle naturel et se transforme en crise d'identité. Alors, pour vous protéger, vous commencez à éviter ces moments. En réunion, on ne lève la main que si l'on est sûr de ce que l'on va dire. Vous évitez d'entrer dans un débat, même si vous avez quelque chose à y apporter. On refuse une invitation à apprendre quelque chose de nouveau, de peur de se sentir incompétent. Et c'est ainsi que, sans vous en rendre compte, votre vie commence à se rétrécir. Vos choix commencent à tourner autour de ce que vous savez déjà bien faire. Vous optez pour des chemins prévisibles. Vous n'essayez que les activités dans lesquelles vous avez déjà un avantage. Vous évitez tous les scénarios dans lesquels vous pourriez passer pour un débutant. Même des choses aussi simples qu'apprendre à cuisiner ou s'inscrire à un cours de danse sont considérées comme des risques pour l'estime de soi. L'enfant qui a grandi en apprenant qu'il était spécial vit désormais dans la crainte de ne pas être à la hauteur des attentes. Cela limite non seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il croit pouvoir devenir. Vous restez en terrain sûr, en répétant ce que vous avez déjà maîtrisé. Vous évitez de prendre des risques, de faire des erreurs, de paraître vulnérable. Et cela fonctionne pendant un certain temps. Vous gardez votre image intacte, vous avez l'air compétent, vous vous sentez en sécurité. Mais la vie, contrairement à un examen de mathématiques, exige de l'exposition, des essais et des erreurs, pendant que d'autres expérimentent, testent des idées, échouent et apprennent. Vous vous protégez. Vous créez un bouclier qui vous protège de la honte, mais qui vous coupe aussi du monde. Peu à peu, la zone de confort devient une prison douillette où tout est connu, mais rien n'est nouveau. C'est à ce moment-là que l'isolement commence à s'installer. Non pas par manque de capacité, mais parce que vous avez cessé de vous placer dans des situations qui favorisent l'épanouissement et la connexion. Après tout, la véritable connexion entre les gens ne se produit pas dans des conversations parfaitement articulées, mais dans des expériences partagées. Jouer au ballon le week-end, se ridiculiser à un cours de danse, se perdre dans un projet compliqué avec d'autres personnes, c'est dans ces situations que les liens se créent. Si vous évitez tout cela par peur de ne pas paraître brillant, vous passez à côté de ces moments. Ceux qui transforment les collègues en amis. Vous ne rejoignez pas un groupe de course à pied parce que vous n'êtes pas en forme. Vous n'acceptez pas l'invitation à un nouveau cours parce que vous avez peur d'être le pire de la classe. Vous préférez regarder plutôt que participer, et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir spectateur de votre propre vie sociale. Le désir de connexion ne disparaît pas pour autant, il change simplement de forme. On se tourne alors vers ce que l'on sait faire, observer, analyser, comprendre. Vous commencez à essayer de prédire les gens, comme s'il s'agissait d'équations. Vous apprenez à interpréter les expressions, à prévoir les réactions, à trouver des modèles émotionnels. C'est ainsi que naît ce que l'on appelle l'empathie cognitive. Vous comprenez rationnellement ce que ressent une personne. Mais c'est comme regarder un film sans le son. Vous voyez la scène, mais vous ne ressentez pas les vibrations de la musique. Et même si vous avez l'impression d'interagir, au fond de vous, vous vous protégez. On analyse comme un psychologue, mais on ne s'implique pas comme un ami. Progressivement, même l'interaction sociale devient plus une performance. Vous répétez ce que vous allez dire avant de quitter la maison. Vous calculez le bon moment pour entamer une conversation. Vous évitez les silences de peur de paraître inintéressant. Même les choses les plus simples, comme un déjeuner avec des collègues ou un appel téléphonique avec un proche, commencent à demander un effort. Non pas un effort physique, mais un effort mental. Comme si chaque interaction était un examen, un test que vous devez réussir. Non pas pour être accepté, mais pour éviter d'être démasqué. Et cela vous épuise. Car vivre ainsi, c'est être sur le qui-vive en permanence. Et aucun esprit ne peut le supporter longtemps. Cette approche fonctionne même pendant un certain temps. Vous développez votre capacité à naviguer dans les environnements sociaux. Vous vous débrouillez bien dans les entretiens, les réunions et même les rencontres occasionnelles. Parfois, vous semblez même charismatique,
parce que vous avez appris les bons gestes, le bon ton, les mots qui marchent. Mais tout cela a un prix élevé. Vous jouez toujours un rôle, et derrière la performance se cache l'épuisement. Car pendant que les autres vivent, vous calculez. Pendant que vos collègues discutent avec légèreté et spontanéité, vous analysez chaque détail. Ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce que vous auriez dû dire. Peu à peu, même le plaisir d'être avec d'autres personnes s'estompe. La socialisation devient une tâche de plus à accomplir, un domaine où l'on ne peut pas échouer. Et comme toute chose qui devient une obligation, vous commencez à l'éviter. Vous sortez moins. Vous refusez des invitations en vous excusant poliment. Vous répondez aux messages en retard. Vous vous éloignez petit à petit, jusqu'à ce que la solitude cesse d'être un état passager et fasse partie de votre vie quotidienne. Vous essayez même de la résoudre rationnellement. Après tout, votre intelligence a toujours été votre outil. Vous commencez donc à penser, à réfléchir, à écrire. Vous dressez des listes de raisons pour lesquelles tout va bien. Vous élaborez des stratégies pour faire face à l'insécurité. Vous lisez des livres de développement personnel et regardez des vidéos de motivation. Mais rien ne semble vraiment fonctionner. La raison en est simple. Vous essayez de résoudre une douleur émotionnelle par la logique. Or, la logique, aussi fine soit-elle, ne s'attaque pas à la racine de l'insécurité. Le doute qui fait le plus mal, suis-je assez, ne se dissipe pas avec des arguments. Ne disparaît pas avec des arguments. Il ne se dissipe qu'avec l'expérience, la vulnérabilité et l'acceptation. Mais comment faire de la place pour cela si l'on a passé sa vie à fuir ce genre de malaise? Pour ceux qui ont toujours été félicités pour leur intelligence, la croissance émotionnelle est souvent le territoire le moins exploré. Alors que vous avez développé une pensée rapide, appris à argumenter et à résoudre des problèmes complexes, vous avez négligé l'art de ressentir, de faire face aux échecs, de demander de l'aide. Et lorsque la douleur frappe, l'ego construit le dernier mur. Il murmure que vous êtes simplement différent, que personne ne vous comprend parce que vous pensez trop, que vous ressentez trop, que vous réalisez ce que les autres ignorent. C'est ainsi que vous commencez à vous isoler encore plus, non par choix, mais par défense. Non pas parce que vous vous croyez au-dessus de tout cela, mais parce que cela vous fait moins mal que d'admettre que vous vous sentez en dessous, perdu, pas à votre place. Ce mécanisme s'appelle l'arrogance défensive. Et, ironiquement, c'est l'une des formes les plus subtiles de souffrance, parce qu'elle vous éloigne des autres, même lorsque vous avez le plus besoin de proximité. Il ne crie pas, mais il sabote. Elle ne protège pas, elle ne fait que retarder la rencontre avec ce qui compte vraiment, l'humilité d'être imparfait, humain et pourtant digne de connexion. L'arrogance défensive crée un mur épais entre vous et le monde. À l'extérieur, tout semble sous contrôle. Vous avez des réponses, des opinions éclairées, une position rationnelle sur presque tout. Mais à l'intérieur, il y a une distance croissante entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Et cette distance empêche la création d'un véritable lien. Car pour être perçu de manière authentique, il faut s'autoriser à être vulnérable. Vous devez être honnête, même lorsque vous êtes confus, peu sûr de vous ou effrayé. Et pour ceux qui ont grandi en essayant de maintenir l'image d'une personne admirable, c'est une tâche presque impossible. Pour s'en sortir, il faut commencer par une étape simple. Pas facile, mais possible. Abandonner l'identité de petit malin. Il ne s'agit pas de nier ses capacités, mais de cesser d'y mettre son estime de soi. Car lorsque l'estime de soi est liée à la performance, tout échec devient une menace existentielle. On cesse de chercher des défis, non par manque d'intérêt, mais par peur de voir s'effondrer l'image que l'on s'est faite de soi. L'orgueil devient plus important que le progrès. On veut bien grandir, mais à condition de ne pas faire d'erreur. Et comme toute croissance nécessite de passer par des zones d'inconfort, on finit par stagner. Pour rompre ce cycle, il faut construire de nouvelles bases. Une identité moins rigide, moins défensive et plus conforme à la réalité de l'être humain. Au lieu de vous demander sans cesse «
Comment avoir l'air intelligent? Vous commencez à vous demander « Comment continuer à me développer ?» Ce petit changement d'orientation a un impact profond. Vous cessez de protéger un idéal et commencez à vivre un véritable voyage. Vous vous autorisez à essayer quelque chose de nouveau, même si cela vous semble stupide. Vous commencez une leçon de guitare, même si vous ne savez pas jouer une seule note. Vous essayez une nouvelle recette, même si le plat est mauvais. Vous participez à une conversation, même si vous ne savez pas si elle sera intéressante. Ces petits gestes ordinaires sont les véritables signes du courage émotionnel. Au début, c'est étrange. On a même l'impression de faire un pas en arrière, comme si vous laissiez derrière vous quelque chose de précieux. Mais c'est tout le contraire. C'est le premier pas vers une vie plus riche. Car lorsque vous cessez d'essayer d'être exceptionnel en permanence, vous commencez à réaliser quelque chose de fondamental. Votre valeur n'a jamais eu à en dépendre. Il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus intelligente de la pièce pour avoir quelque chose à offrir. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour se sentir accepté. En fin de compte, il suffit d'être humain. Et cela inclut le fait de grandir lentement, de se sentir perdu de temps en temps, de ne pas savoir exactement ce que l'on fait. Ce qui compte vraiment, c'est de continuer à avancer, même avec des pas incertains. Car chaque petit progrès issu de l'honnêteté vaut plus que 1000 réussites issues de la peur de l'échec. On peut grandir lentement, on peut trébucher. Vous pouvez vous sentir confus, perdu, dépassé. Il n'y a rien de mal à ne pas savoir ce que l'on fait à tout moment. La vie réelle n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Et même si vous avez passé des années à vous cacher derrière une image, vous pouvez toujours recommencer. Pas avec de grandes déclarations ou des projets fous, mais avec de petits pas humains, imparfaits et honnêtes. Si vous vous sentez bloqué, anesthésié ou émotionnellement distant, peut-être êtes-vous simplement épuisé de maintenir une identité qui ne vous sert plus. Et voici une vérité que vous n'avez peut-être jamais entendue clairement. Il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus intelligente de la pièce pour mériter d'y être. Il suffit d'être prêt à se présenter, même quand on n'est pas sûr de soi, même quand on a peur, même quand on n'est sûr de rien. Vous commencez par abandonner l'histoire que vous avez répétée. Vous abandonnez le besoin de paraître brillant. Et en retour, on commence à essayer d'être vrai. Participer à une conversation sans savoir si l'on va briller. Essayer quelque chose de nouveau, même si l'on n'a pas la garantie de réussir. Croire qu'en descendant du piédestal de l'invulnérabilité, vous trouverez quelque chose de plus précieux que l'admiration des autres, une véritable connexion. Et lorsque vous vous autorisez à entrer dans ce lieu où vivent les autres, le lieu de l'imperfection partagée, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous vous cachiez simplement derrière votre armure. Et dans ce lieu, vous commencez à ressentir quelque chose qui vous a longtemps semblé inaccessible. L'appartenance. Non pas parce que vous vous êtes distingué, mais parce que vous avez enfin décidé de vous rapprocher. Et si, à un moment ou à un autre de cette vidéo, vous vous êtes reconnu sur ce chemin, si une phrase a touché un point aveugle ou traduit quelque chose que vous ressentiez sans pouvoir l'expliquer, veuillez laisser un commentaire. Partagez votre expérience. Vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas le seul à porter ce poids en silence. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous montrerez ainsi qu'il vaut la peine de poursuivre ce travail. Et si vous souhaitez apporter une contribution, quelle qu'elle soit, votre soutien fait toute la différence. Il renforce cette chaîne et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre ceux qui en ont besoin. Car, tout comme vous, d'autres personnes essaient de s'échapper de cette prison invisible. Et peut-être que cette vidéo est exactement ce qu'elles attendaient pour faire le premier pas.